L'Antonov An-225 se tenait au sommet des merveilles les plus captivantes de l'aviation moderne. Chaque fois qu'il décollait et atterrissait, les passionnés d'aviation étaient émerveillés par la façon dont un tel géant parvenait à le faire si facilement. L'avion avait été surnommé Mriya, qui signifie rêve en ukrainien. Pour le peuple ukrainien, c'était plus qu'un avion. C'était un symbole fort de leur identité en tant que peuple et de leur souveraineté. Donc, lorsque la nouvelle a éclaté que l'An-225 avait été endommagé durant les premiers jours de l'invasion russe de l'Ukraine, l'industrie aéronautique a été remplie de tristesse. Pour ajouter l'insulte à l'injure, les dommages à l'avion étaient si étendus, tant que la réparation serait une tâche impossible. Cependant, alors que l'industrie commençait à tourner la page, le gouvernement ukrainien a fait une annonce choc. Il prévoyait d'injecter la somme impressionnante de 3 milliards de dollars dans un programme qui verrait l'An-225 reprendre son envol. Alors, comment le gouvernement ukrainien prévoit-il de ramener ce géant doux endommagé au-delà de toute réparation? C'est l'histoire du plan audacieux pour ramener l'An-225, un avion qui est également considéré comme le joyau de l'industrie de l'aviation. Avant de plonger plus profondément dans le plan audacieux pour ramener l'An-225, nous devons d'abord jeter un coup d'œil à son histoire. Pour comprendre cela, nous devons remonter aux années 1980, une époque où l'Union soviétique et les États-Unis rivalisaient férocement pour se surpasser mutuellement sous tous les aspects, cherchant à projeter leur puissance et à affirmer leur domination sur la scène mondiale. À mesure que cette compétition s'intensifiait, les États-Unis ont fait la une des journaux avec leur programme spatial et ont même développé la navette spatiale qu'ils entendaient utiliser pour plusieurs de leurs projets d'exploration spatiale. L'Union soviétique n'était pas prête à laisser cet exploit par son rival sans réponse. Elle décida de développer un véhicule spatial réutilisable, semblable à la navette spatiale. Le véhicule spatial sera plus tard connu sous le nom de Buran, qui signifie en russe « tempête de neige ». Maintenant, tout comme les États-Unis utilisaient une version modifiée du Boeing 747 pour déplacer la navette spatiale, le Buran devait également être déplacé. De plus, certaines pièces de fusée et le véhicule spatial devaient être déplacées vers d'autres endroits, certains à plus de 1500 miles de distance. Le fait est que certaines de ces pièces étaient si longues, jusqu'à 200 pieds, et larges de 26 pieds. Cela signifiait une seule chose, l'Union soviétique avait besoin d'un avion géant pour transporter les décharges. Au lieu d'utiliser un avion déjà existant et de le modifier, l'Union soviétique a décidé de concevoir un avion de fret lourd capable de transporter le Buran sur le dos. Quelques années auparavant, un avion connu sous le nom d'Antonov An-124 avait commencé à être développé. En fait, l'Union soviétique avait initialement envisagé cet avion comme le transporteur désigné du Buran. Cependant, quelques problèmes, y compris son aspect structurel et sa capacité de charge, signifièrent qu'il était impossible d'utiliser l'avion. De plus, il était tellement avancé dans sa phase de développement que faire des modifications significatives aurait été contre-productif. Mais avec le plan de l'An-124 en main, l'Union soviétique savait ce qu'elle devait faire. Elle allait développer une unité presque similaire, mais fabriquée, le rendre plus grand. Pour cela, il a prolongé l'avant et l'arrière, et a également retiré la porte et la rampe de chargement arrière qui se trouvaient dans le An-124. Tout cela dans le but de créer plus d'espace intérieur pour le cargo. Ils ont également restructuré la conception de la queue pour s'assurer que l'avion disposait de plus d'espace longitudinal pour transporter des charges sur son dos. Une autre modification concernait les ailes, qui ont été élargies pour fournir une portance supplémentaire. L'équipe de conception a également ajouté un certain nombre de renforts structurels pour garantir que le nouvel avion soit prêt pour les missions à venir. De plus, l'équipe a utilisé les mêmes moteurs Ivchenko Progress D18T qui avaient été utilisés sur l'An-124 et n'en a ajouté que 2 de plus pour une poussée supplémentaire, portant le nombre total de moteurs sur le nouvel avion à 6. Le produit final, un avion géant qui mesurait 84 mètres de long, 18,2 mètres de hauteur et avait une envergure de 88,4 mètres. Il pouvait également soulever jusqu'à 250 tonnes. 114 tonnes de plus que la capacité maximale que le Boeing 747-8 Freighter peut soulever. Malgré tous ces efforts pour développer l'An-225, l'effondrement de l'Union soviétique signifiait également que le programme spatial deviendrait obsolète et par extension, l'An-225 deviendrait aussi plus ou moins sans pertinence. Avec cela, il était stocké et ce n'est qu'au milieu des années 90 qu'il ferait son retour, cette fois comme cargo civil, transporteur après avoir subi quelques modifications. Au moment où il retournait dans les cieux en tant qu'avion cargo civil, il était la propriété des Antonov Airlines ukrainiennes, une division de la compagnie aéronautique Antonov, spécialisée dans le transport de marchandises internationales. Dans les années suivant sa remise en service, il a atteint inégalé exploits, y compris une où il a transporté ce qui reste l'article de cargaison unique le plus lourd jamais transporté par air. Cet article, un générateur, pesait 189
tonnes. L'An-225 a également joué un rôle significatif dans divers efforts humanitaires mondiaux. Par exemple, pendant la pandémie de Covid-19, il a livré plus de 100 tonnes de fournitures médicales de Chine à l'Ukraine. Il a aussi transporté du matériel médical vers des pays comme la Pologne et France. De plus, en 2018, après que le typhon Mangkhut a dévasté Guam, l'An-225 a été utile pour livrer plus de 123 tonnes d'aide d'urgence pour aider la région à se rétablir. Malheureusement, les jours de gloire de l'An-225 se sont terminés tragiquement en février 2022, lorsque les forces russes ont attaqué l'aéroport de Hostomel, où il subissait des travaux importants. Maintenance. Lors de l'attaque, une partie significative de l'avion a été détruite après avoir été touchée par ce qui semblait être une roquette. Tiré par l'un des hélicoptères d'attaque utilisés par les forces russes. L'ampleur des dégâts était évidente après que le pilote en chef de l'avion, le capitaine Dmitry Antonov, a publié une vidéo qu'il a prise après l'attaque. Dans la vidéo, toute la partie avant du fuselage avait été brûlée au-delà de toute réparation, et les moteurs du côté tribord manquaient également. Les moteurs du côté bâbord semblaient être intacts, mais l'aile s'était détachée et reposait sur un petit avion qui avait également été détruit lors de l'attaque. Du carburant fuyait aussi d'un des réservoirs d'aile, un indicateur clair que l'appareil avait subi des dommages immenses. Le site confirmait les craintes de nombreux passionnés d'aviation et amateurs de la N225. L'appareil ne volerait plus jamais. Donc, ce n'est pas surprenant que tant de gens aient été stupéfaits lorsque les autorités ukrainiennes ont annoncé qu'elles allaient reconstruire l'appareil. L'annonce choquante est arrivée en novembre 2022, lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré que son gouvernement s'était engagé à reconstruire l'appareil. Dans son déclaration, il a dit que reconstruire la N225 était le seul moyen pour ceux qui ont perdu la vie dans la guerre d'eau. Être honoré. Il a été cité disant « Le construire pour la mémoire des héros est le bon état ». Position. Selon lui, reconstruire l'AN 225 n'est pas une question de montant d'argent qui pourrait être utilisé. Au lieu de cela, c'est une question d'ambition et de renforcement de la fierté et de l'identité du nation. Mais comment l'Ukraine envisage-t-elle de reconstruire un avion qui semble complètement irrécupérable? Il s'avère que l'Union soviétique avait prévu de construire un autre AN-225 après la réussite de la construction et du déploiement du premier. Unité. Le travail sur la deuxième unité a commencé dans les années 1980, mais s'est arrêté en 1994, à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique 3 ans plus tôt. Au moment où les travaux s'arrêtaient, le deuxième AN-225 était complété à environ 70%. La principale raison du blocage du projet était la réduction des fonds par le nouveau gouvernement russe. De plus, les analyses ont montré qu'un nouvel AN-225 ne serait pas faisable car ses capacités de charge étaient jugées excessives. Et donc, la demande pour ces services ne serait pas suffisante pour justifier la dépense d'argent dans son développement. Cependant, en l'an 2000, suite à une augmentation de la demande pour le transport de fret aérien, une décision de reprendre le développement du deuxième AN-225 a été faite. Ce n'est qu'en 2006 qu'il a été confirmé que les travaux commenceraient et que le nouvel avion serait prêt pour les vols commerciaux d'ici 2008. Malgré un plan et de la bonne volonté, les travaux n'ont jamais commencé. Et en 2009, il est apparu clairement que la deuxième unité ne verrait peut-être jamais le jour. Cela dit, l'annonce de l'Ukraine selon laquelle elle reconstruira la N-225 fait référence à la deuxième unité, et non à celle qui a été endommagée lors de l'attaque aérienne à Hostomel. Aéroport. Malgré tout cela, la question qui persiste dans l'esprit de beaucoup est la décision de reconstruire l'AN 225 est-elle logique? Il est déjà évident que tout ce que l'Ukraine doit faire, c'est de compléter les 30% restants du deuxième AN 225 et le monde aura un nouvel avion à admirer. Cependant, terminer cette partie est plus facile à dire qu'à fait. Le premier défi auquel l'Ukraine devra faire face est celui du coût associé à la construction du deuxième avion. Au départ, les ingénieurs impliqués dans le projet estimaient que la partie restante pourrait nécessiter environ 500 millions de dollars pour compléter. Cependant, après une analyse approfondie par des parties externes, on estime maintenant que le coût pourrait être d'au moins 800 millions de dollars, avec la possibilité accrue d'atteindre la somme colossale de 3 milliards de dollars. Maintenant, la question est-il vraiment logique pour l'Ukraine de dépenser une telle somme d'argent pour un seul avion ? Pour beaucoup, cela serait une décision imprudente, car à l'heure actuelle, l'Ukraine est confrontée à de nombreux défis uniques qui devraient être traités en priorité. Ceux-ci vont des crises humanitaires au besoin de reconstruire les infrastructures critiques du pays qui ont été victimes d'attaques incessantes par la Russie. En termes simples, l'Ukraine a des problèmes plus urgents et développer un avion ne devrait pas être une priorité pour le moment. La durabilité est un autre défi auquel l'Ukraine devra faire face. Vous voyez, les moteurs à turboréacteur Ivchenko Progress D18T que la N225 est censée utiliser pourraient bien avoir dépassé leur apogée en termes de
La durabilité. Il est indéniable que ce moteur était une réalisation importante dans les années 1970 lorsqu'il a été développé. Cependant, comparé au moteur à double flux moderne, il est inférieur en termes de rendement énergétique et d'émissions. Par exemple, il consomme 0,345 kg de carburant pour produire 1 kg force de poussée pendant 1 heure lors du décollage. D'autre part, les nouvelles séries de moteurs montrent une meilleure efficacité énergétique et sont donc plus efficaces. De plus, il serait impossible pour les turboréacteurs D18T d'atteindre les niveaux de durabilité modernes exigés des moteurs et avions, avant qu'ils ne soient certifiés pour voler dans certaines régions du monde. D'autres défis continuent de se présenter pour l'Ukraine et son plan audacieux de ramener l'AN-225. Essentiellement, l'AN-225 a été construit il y a presque 5 décennies, et le travail sur le deuxième avion a cessé il y a environ 3 décennies. Que signifie Cela signifie que les installations qui ont été utilisées pour le développement de cet avion ont été fermées depuis très longtemps, tandis que d'autres ont soit été démolies, soit réaffectées à d'autres usages. Et ce n'est pas tout. Il y a plusieurs de ces installations qui sont stockées juste au milieu du territoire russe. Cela signifie que si l'Ukraine veut aller de l'avant avec ce plan, elle devra d'abord penser à reconstruire toutes les installations nécessaires, une tâche ardue qui pourrait prendre de nombreuses années à terminer. De plus, la majorité des membres de l'équipe d'ingénierie qui ont travaillé sur le premier AN-225 et la deuxième unité partiellement terminée sont soit à la retraite, soit déjà décédés. Cela complique les choses, car cela signifie que l'Ukraine pourrait être contrainte de rechercher les membres restants de cette équipe et de les faire former de nouveaux membres qui seront ensuite intégrés à l'équipe d'ingénierie pour compléter les 30% restants du deuxième avion. Cela souligne également les facteurs temps et coût qui augmenteraient considérablement, rendant encore plus difficile la remise en service commerciale de la N225. Cependant, ce n'est pas tout sombre et désespérant pour l'Ukraine dans sa quête de reconstruire la N225. Malgré tous ces défis, l'Ukraine et son peuple seront heureux de savoir qu'il existe quelques facteurs favorables à la reconstruction de la N225. Tout d'abord, vous souvenez-vous que nous avons dit que l'AN-225 a été construit sur la base des plans de son petit frère, l'AN-124. Eh bien, cela signifie que les deux avions partagent également un certain nombre de pièces et accessoires. Il va sans dire qu'Antonov Airlines, la compagnie qui possède ces avions, dispose déjà d'un certain nombre de ces pièces et accessoires dans son inventaire, ou a un fournisseur prêt à chaque fois qu'ils sont nécessaires. De plus, il est important de se rappeler que le premier AN-225 n'a pas été complètement endommagé. D'après la vidéo publiée par le capitaine Dmitry Antonov et d'autres images mises en ligne, il est évident qu'il y a plusieurs pièces qui peuvent être récupérées de l'épave et utilisées sur le second avion inachevé. Il est probable que cela ait déjà été fait, car l'équipe d'ingénieurs cherche à travailler avec tout ce qui est à sa disposition pour voir le rêve s'envoler à nouveau. Cependant, il pourrait y avoir un hic à ce stade. Il s'avère que le deuxième avion a été construit selon des spécifications légèrement différentes de celles du premier modèle. Plus précisément, il a été conçu de manière à avoir une porte de chargement arrière, et sa queue est redessinée avec un stabilisateur vertical. Ainsi, il est possible qu'un certain nombre de pièces récupérées du premier AN-225 soient incompatibles avec le deuxième avion. Cependant, l'équipe d'ingénierie pourrait trouver des moyens de modifier ces pièces et de les rendre compatibles. En bref, c'est un jeu d'attente pour voir comment tout cela sera réalisé. Un autre facteur qui pourrait jouer en faveur de l'Ukraine remonte en fait à 2016. Vous voyez, pendant cette période, la Chine et l'Ukraine ont conclu un accord visant à terminer les travaux restants sur le deuxième avion. Dans ce accord, la Chine serait responsable du financement, tandis que l'Ukraine serait responsable de la construction de l'avion. Après l'achèvement réussi de cet avion, l'accord offrait l'opportunité aux deux pays d'explorer la possibilité d'une production en série conjointe de l'AN-225 en Chine, sous licence d'Antonov. Compagnies aériennes. Les rapports indiquaient que la Chine devait investir environ 300 millions de dollars dans ce projet. Malheureusement, l'accord a échoué et le projet n'a jamais été exploré de nouveau. Maintenant, l'Ukraine pourrait tenter de relancer cet accord et voir si la Chine serait intéressée à explorer à nouveau le programme. Cependant, la situation géopolitique actuelle pourrait s'avérer être un défi important, surtout parce que la Chine et la Russie semblent jouir d'une certaine camaraderie. Par conséquent, l'Ukraine pourrait ne pas apprécier de se mettre en relation avec un pays ayant de fortes relations diplomatiques avec son plus grand adversaire. Donc, avec tout cela en cours, quelle est la voie à suivre pour l'Ukraine et son audacieux plan de reconstruction de la N225 ? Si l'Ukraine veut réussir à reconstruire la N225, elle doit faire face aux défis que nous venons de discuter. Tout d'abord, et surtout, elle doit d'abord s'occuper d'autres problèmes plus pressants qui nécessitent une attention urgente. En ce moment, le pays fait face à une crise humanitaire qui doit être résolue, et résolue en priorité. De plus, ses infrastructures critiques sont en ruine et nécessitent également une attention. Son système de défense doit aussi être renforcé pour garantir qu'il puisse défendre sa souveraineté sur de longues périodes.
Bien que l'AN-225 soit considéré comme un symbole d'identité et de résilience du peuple ukrainien, il est clair que ce n'est pas la plus grande priorité. En ce moment, supposons que l'Ukraine règle tous ses problèmes et sécuriser les fonds pour la reconstruction de l'AN-225. Elle doit examiner comment elle abordera les problèmes de durabilité et d'efficacité affectant le Yevchenko. Progrès. Une façon de résoudre ce problème pourrait être de rechercher des partenariats avec des fabricants renommés de moteurs d'avion tels que Rolls-Royce et General Electric. Par exemple, Rolls-Royce travaille actuellement sur un nouveau moteur turbofan engrené à fort taux de dilution, connu sous le nom d'Ultrafan. L'entreprise a confirmé que ce moteur sera 25% plus économe en carburant et aura également moins d'émissions. D'autre part, General Electric a révolutionné l'industrie avec son moteur GE9X, qui est 10% plus économe en carburant, plus efficient que le moteur de la génération précédente et émet 55% de gaz toxiques en moins par rapport à tout autre moteur de sa catégorie. À l'heure actuelle, ces deux moteurs sont les plus efficaces, capables d'alimenter le AN-225. Si l'Ukraine pouvait conclure un accord avec l'une de ces entreprises pour rééquiper le nouvel AN-225 avec leur moteur, cela contribuerait grandement à faire de ce nouvel avion une machine encore meilleure qui respecte les normes de durabilité mondiale. De plus, l'Ukraine pourrait utiliser ses relations diplomatiques solides avec d'autres membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord pour voir si elle peut accéder à certaines des pièces et accessoires nécessaires. Par exemple, il peut collaborer avec Spirit AeroSystems des États-Unis pour la production de certaines parties du fuselage qui pourraient être nécessaires. Il peut également demander de l'aide à Collins Aerospace, également des États-Unis. États-Unis pour la fourniture d'avionique, de systèmes intérieurs et de services de gestion de l'information. Il pourrait également collaborer avec des fabricants d'avions tels que Boeing et Airbus pour explorer la possibilité de trouver des solutions aux défis existants. Une chose reste certaine, la N225 est une merveille d'ingénierie qui redonnera beaucoup d'espoir et de fierté parmi les Ukrainiens et l'ensemble du secteur aéronautique. Si les défis actuels sont relevés, rien ne pourra empêcher ce doux géant de reprendre son envol. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci.